Bonjour, je suis Nicolas Rochette, directeur général du regroupement du compte au Québec et compteur aussi. Dans le fond, le regroupement du compte au Québec, pour vous donner une idée, on soutient le milieu du compte. Le milieu du compte, non pas C-O-M-P-T-E, ce qui, dans un cadre d'HEC, peut être compris comme ça. C-O-N-T-E, donc l'art du compte, l'art des compteurs, Fred Pellerin étant notre membre le plus connu. Je m'adresse souvent, quand je présente l'organisme, le compte, je m'adresse souvent à une salle qui n'a jamais vu de compteur. Le compte est une discipline extrêmement jeune, une des plus récentes disciplines artistiques au Québec. On parle d'un milieu du compte qui a émergé au début des années 90, donc qui a seulement une vingtaine d'années. Ce qui fait que le RCQ, qui se doit de représenter le milieu, faire la promotion du compte, donner des services à ses membres, des membres qui sont tant des compteurs, des organismes, que des amis du compte ou des chercheurs. Une mission extrêmement large, et devant cette jeunesse du milieu, évidemment, on se retrouve à avoir, à offrir et à développer une diversité de services qui est extrêmement grande et dans un contexte où tout est à faire. On se compare à d'autres milieux culturels et on se retrouve à se dire, OK, on n'a pas de prix professionnel, on n'a pas de résidence de création, on n'a pas d'échanges internationaux. Donc, on est dans une écologie de milieu où on a beaucoup de projets qu'on peut réaliser et on sait qu'on peut avoir les soutiens publics pour les faire. Mais nous sommes une ETTE, une extrêmement petite entreprise. Le directeur général que vous avez devant vous n'est même pas à temps plein. On a seulement un deuxième employé qui est en sous-subvention salariale Emploi Québec, donc qui roule aux 6 mois. Dans un contexte comme ça, et c'est le contexte du milieu culturel en général, on se retrouve à avoir comme force vive, comme la dernière présentation le disait, une richesse qui est la richesse des ressources humaines bénévoles. On a une capacité de mobilisation de nos membres qui est extrêmement grande. À peu près tous nos membres, pas tous, mais peut-être 50% de nos membres sont liés à un projet, une action, à un projet de développement, un comité de travail. Mais évidemment, moi, comme directeur général, je dois coordonner un peu tout ça avec un conseil d'administration qui est des faits d'administrateurs qui sont seulement issus du milieu du compte. Donc, on n'a pas d'avocats, de comptables, comme dans la majorité des OBNL au Québec. Donc, structure de gouvernance extrêmement horizontale. Évidemment, c'est intéressant au niveau de la mobilisation, mais l'organisme étant dans un développement extrêmement rapide, ça nous a amené à des questions de gouvernance, où on s'est dit comment on peut réfléchir à une gouvernance avec un directeur général à temps partiel, des comités de travail et un conseil d'administration déjà débordés. Question existentielle, réponse existentielle, les hautes études commerciales. Plusieurs appels téléphoniques. Finalement, au bout de quelques mois, le projet IDEOS m'a appelé pour proposer le projet avec Christina. Évidemment, on a un peu la misère à le croire qu'un étudiant a le goût de travailler pendant 4 mois sur une question de gouvernance, ce qui n'est pas le projet le plus sexy au monde, il faut bien se l'avouer. On avait déjà mis en place un comité de gouvernance qui recevait, après chaque réunion du conseil d'administration, une dizaine de missions. Donc, au bout d'un an, il s'est ramassé avec 60 projets à développer, questions à élucider, des lois à aller étudier, des façons de faire, une éthique à développer, des politiques, un plan de gouvernance, bref. Un comité de gouvernance dû à notre horizontalité et à notre, peut-être, enfermement dans notre milieu, donc issu de gens, évidemment, qui n'avaient pas étudié du tout en gouvernance, de bons samaritains, de gens très, très intéressants à s'informer, mais donc il n'y avait pas accès aux ressources directement. Donc, quand Christina est arrivée, ça a été, je pense, une première étape de se prendre une semaine ou deux pour dire, OK, on va mettre sur la table tous les besoins. Évidemment, on s'entend que la question de la gouvernance, c'est une question qui n'est jamais réellement élucidée. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. On se retrouve à se dire, on va faire un plan, mais qui est beaucoup plus, finalement, une question de développement dans le temps, qui est une possibilité, je crois, d'avoir une vision d'avenir pour l'organisme, en sachant que sa gouvernance sera toujours adaptée à son évolution organisationnelle. Et évidemment, après ça, il vient des
qui est venu des nombres de questionnements de fond, du genre faut-il intégrer un comptable à notre conseil d'administration? Des questions évidemment qui sont parachutées après ça comme ça. Elle a dit la question est plus large, la problématique est haute, il faut le prendre d'une certaine façon. Donc, on s'amuse bien. Mais je pense que pour le contenu, je vais vous laisser Christina, qui est notre experte après tout, vous présenter la chose. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment contente de voir que l'événement suscitait autant d'intérêt. Je vais présenter le projet brièvement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, pas vraiment de méthodologie comme mes collègues. Ce sera plutôt au niveau de l'expérience vécue, tout ce que j'ai appris. Et je vais essayer en même temps de briser un peu les idées préconçues qu'on se fait sur le OBNL. Donc, peut-être beaucoup d'entre vous partent avec ces idées-là. Donc, je vais être vraiment franche parce que moi-même, j'étais un peu victime de ma propre ignorance quand j'ai commencé. Donc, au tout début de mon projet, j'étais très hésitante. J'avais même peur de ne pas savoir dans quoi on s'embarque parce qu'on a souvent l'impression que les OBNL sont mal gérés, mal organisés. Donc, moi qui ai étudié au HEC, la gestion, le contrôle, la planification, mettons que ça me faisait peur de savoir que je m'en allais dans une OBNL qui peut-être n'avait pas le même... la même vision que moi. Mais je pourrais vous dire, détrompez-vous, c'est vraiment pas le cas. J'étais très surprise, agréablement surprise de voir qu'ils avaient pris tellement de temps de conscientiser, dans le fond, leur environnement, les problèmes, les besoins. Donc, quand je suis arrivée, ils avaient déjà quasiment tout fait le travail pour moi. Donc, moi, j'arrive avec un plan de gouvernance. J'avais lu tous les guides possibles sur la gouvernance. Puis là, j'arrive dans l'entreprise, chez le RCQ, puis là, ils avaient déjà tout fait pour moi. Donc, le travail était à moitié fait, si on peut le dire. Donc, ça m'a vraiment surpris de voir qu'il y a une volonté de croître, de bien gérer. Donc, c'est pas toujours calqué sur le modèle des entreprises à but lucratif, mais de plus en plus, parce que leur pérennité, dans le fond, leur survie en dépend. Les ressources sont très limitées. Puis j'ai l'impression que la plupart des OBNL ont compris ça, qu'il fallait vraiment passer par un modèle plutôt lucratif pour pouvoir survivre. C'est ça, le comité de gouvernance était déjà en place. Ils avaient déjà établi les besoins. Surprise, on avait les mêmes points, j'avais soulevé quasiment les mêmes points que ce qu'ils m'avaient donné comme besoin, de quoi ils s'attendaient de moi. Fait qu'on a créé un plan de gouvernance. Et ça a commencé avec la révision des règlements généraux. C'est quand même une base, les règles de gestion de toute entreprise, que ce soit à but lucratif ou non. Ensuite, on a défini un peu les rôles des instances du RCQ, que ce soit au niveau des membres, du conseil d'administration, l'Assemblée générale, la coordination, les comités, parce que jusqu'à maintenant, le RCQ, par sa taille, les choses se faisaient de façon informelle. Donc, les responsabilités n'étaient pas toujours définies, mais de plus en plus, la croissance a forcé, à mettre des balises. Voici, ma responsabilité s'arrête ici. Et c'est là que les administrateurs commencent parce que Nicolas était souvent, même maintenant, il fait beaucoup du travail que, mettons, les administrateurs devraient faire ou à l'inverse. Donc, on a vraiment défini les rôles de tous et chacun. Là, nous en sommes à la création, la planification plutôt d'un code de déontologie, parce qu'on s'entend, ça implique beaucoup de monde, les membres, le conseil d'administration, les compteurs qui ne sont pas membres, bref, vraiment une concertation dans le milieu, parce qu'ils ont des besoins particuliers, que ce soit au niveau des conflits d'intérêts, c'est des artistes quand même, ou autres. Donc, on va vraiment pousser à fond dans la création d'un code de déontologie. Ensuite, tout ceci va permettre de mettre en place une politique de gouvernance assez formelle. Donc, on va juste réunir l'ensemble du travail pour définir une politique qu'ils vont pouvoir utiliser puis adapter dans le futur, parce que comme Nicolas l'a dit, ça va jamais arrêter le changement. Les besoins vont continuer à changer. Donc, ils vont pouvoir utiliser cette base-là pour pouvoir croître dans le futur une fois que moi, je serai plus là, dans le fond. Pas pour dire que je vais arrêter de leur communiquer, mais c'est ça. Et on va finir par créer un petit guide à l'intention des administrateurs, un sort de manuel du conseil d'administration qui va leur être vraiment utile, je crois. On s'inspire un peu de ce qui se fait dans le milieu. Et bien sûr, tout ça
c'était avant de faire le diagnostic de la gouvernance. Donc, j'ai vraiment fait une analyse poussée du contexte, du secteur, de la taille. Je connaissais pas vraiment le milieu du compte, donc là, j'en suis devenue une experte même. Au niveau de l'expérience, je pourrais dire que c'est vraiment pratique. J'entends souvent des étudiants qui me disent « ben j'aimerais ça faire quelque chose, écrire un projet que pas seulement ma professeure ou mon superviseur va lire. » Donc, j'avais la même motivation. Je voulais vraiment changer quelque chose. Et souvent, dans les grandes entreprises, moi, j'ai fait plusieurs stages dans de grandes entreprises et je trouve que c'est vraiment difficile de faire bouger les choses. Votre avis ne compte peut-être pas autant. Fait que là, vous avez vraiment le pouvoir de changer toute la structure. Vraiment, c'est un impact énorme. Moi, je m'en suis jamais rendu compte avant que je le fasse chez eux. Je peux vous dire, votre avis compte vraiment. Vous êtes quasiment le consultant à 100 $ de l'heure qui ne peuvent pas se payer. Donc, croyez-moi, ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'assurance qu'après mon départ, le travail que j'aurais fait, ça va avoir servi à quelque chose. Ils vont vraiment l'utiliser. Ça va renforcer leur crédibilité auprès des entreprises subventionnaires. C'est quand même, on doit penser toujours en mode financier. Auprès de leurs membres, de la collectivité. Même juste le fait qu'on soit là aujourd'hui, le compte va être connu. Je suis sûre qu'il n'y avait personne ici dans la salle qui connaissait qu'il y avait un recoupement sur le compte au Québec. Donc, c'est vraiment donc, ça va vraiment au-delà de mon travail avec eux. Ensuite, il y avait un défi vraiment de taille. En même temps, j'apprenais beaucoup parce que la gouvernance, c'était pas vraiment j'avais pas vraiment les connaissances en gouvernance. Moi, j'ai fait un bac en comptabilité, donc c'était assez technique. Puis une maîtrise en contrôle de gestion. Il y avait quand même la partie contrôle, mais c'est la première fois que j'ai pu appliquer vraiment toutes les notions de gouvernance. Donc moi-même, je suis en train d'apprendre beaucoup. Puis aussi, on pensait tout le temps que toutes les idées, la théorie que HEC nous donne, on pouvait l'appliquer sans problème, mais c'est vraiment pas comme ça. Donc, Diane-Élise l'avait déjà dit, il y a un écart immense, puis là, je suis en train de me répéter, mais je pense qu'on le sent tous, entre la théorie puis la pratique. Écoutez, il n'y a aucun guide, aucune recette magique qui va vous dire comment appliquer un système de gouvernance dans un petit OBNL artistique dans le milieu du compte. Mais je suis en train de le faire. Donc voilà, c'est vraiment, vous allez pouvoir appliquer un esprit critique et je pense que c'est là toute la beauté de la chose. En collaborant avec les comités, le coordinateur, le conseil d'administration, on est allé voir qu'est-ce qui se fait ailleurs parce que souvent on n'a pas de repères. Ils sont uniques, oui, il y a d'autres organismes du compte, mais je veux dire, les ressources sont pas toujours là. Par exemple, une partie des subventions vient du Conseil québécois de ressources humaines en culture, le CQRHC. Et eux-mêmes avaient rédigé des politiques, de bonnes pratiques de gestion pour les entreprises dans le milieu culturel. C'est sûr que c'est un début. Il faut se référer à ce que les autres nous conseillent. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est vraiment un esprit critique. On a fait des choix que moi puis Nicolas, on a dit, on va faire comme ça, même si les autres ne le font pas, parce que les ressources, le contexte, la taille, donc vous avez vraiment beaucoup de contrôle sur le travail que vous faites. Donc, pour terminer, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus d'étudiants présents, mais bref, si jamais j'avais comme formulé des petits conseils pour les étudiants qui voudraient s'investir à travailler avec une OBNL, un des conseils, ça serait ne partez pas avec des idées préconçues. C'est vraiment facile à dire, mais c'est un peu plus difficile à faire. Moi aussi, je l'ai fait, donc je suis passée par là. Il faut rester ouvert parce que la gestion dans le domaine des OBNL n'est pas aussi rudimentaire comme on le pense. Donc, justement, j'étais en train d'écrire mon projet, puis je voyais les statistiques, c'est fou, mais les retombées économiques du secteur sont immenses. C'est tellement ironique parce qu'on parle de organismes à but non lucratif. Donc, déjà, dans le titre, moi, je trouve qu'il y a comme une ironie énorme, mais bon. Ensuite, c'est vraiment une expérience enrichissante parce que, comment faire pour avoir une expérience enrichissante? Moi, je trouve qu'il y a 2 clés du succès. Choisir un organisme dont la mission vous tient à cœur et le mandat vous intéresse. Moi, j'ai été choyée, j'avais le choix entre plusieurs projets
Et il y en avait un dont le mandat m'intéressait un petit peu plus. Mais la mission, j'y adhérais moins. Donc, vraiment, la clé du succès, ça serait d'avoir un bel équilibre entre les deux, autant la mission que le mandat. Parce que, écoutez, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit une planification stratégique, marketing, budgétaire, peu importe, tout tourne autour de la mission. La mission, une EBNL, je veux dire, sans mission, elle n'existe plus. Donc, tout ce que vous allez faire va avoir un impact, la mission va avoir un impact sur votre travail. Donc, si vous ne croyez pas dans la mission, écoutez, ça va être vraiment difficile de faire un projet, puis ça, peu importe dans quel domaine. Donc, moi, la mission m'interpellait quand même. Je trouvais ça rigolo dans le conte. Je veux dire, je raconte ça à mes amis, puis comme Nicolas m'a dit, conte comme dans une compte de banque, non. Donc, bref, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, n'hésitez pas d'approcher les OBNL. Moi, je trouve ça tellement dommage, puis je trouve ça inconcevable. Comme étudiante, moi aussi, je suis passée par là. J'allais toujours frapper aux portes des grandes entreprises en pensant que ils vont avoir les ressources pour me donner des stages ou des projets intéressants. On se retrouve souvent à faire des photocopies, mais bref. Mais on va jamais voir les OBNL. Je comprends pas pourquoi. On pense jamais à le faire. Et écoutez, les grandes entreprises, souvent, elles nous ferment la porte. Elles ne veulent pas d'étudiants ou peu importe. Mais je pense que, puis ça, anyway, c'est mon avis. Je pense que jamais une OBNL va vous fermer la porte. Jamais. Elles ont tellement besoin de ressources, c'est incroyable. Fait que je comprends pas pourquoi on va pas les voir. Donc, ça serait un de mes conseils. Puis en plus, les OBNL ne savent pas où aller chercher les ressources. Madame l'avait dit. Puis même moi, je parlais avec l'agente de communication qui vient de rentrer. Elle fait du bénévolat dans une autre organisme. Puis elle me dit, « Ah oui, nous, on aimerait ça mettre en place un plan stratégique de marketing. Mais comment je fais? Genre, est-ce que je peux appeler HEC puis leur dire qu'on aurait besoin d'aide? » Puis je dis, « Ben oui, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. » Fait que je trouve ça drôle qu'il y a un besoin immense, mais il n'y a pas de communication entre les deux mondes, le monde financier, le monde lucratif, puis les OBNL. Fait que pour terminer, je trouve que la recherche, c'est vraiment fantastique. C'est un secteur méconnu, donc déjà, une grande partie est faite par l'entremise du Centre de recherche sur les OBNL communautaires et culturels. Mais pour aller plus loin, je pense, l'idée est déjà dans le milieu, je l'entends souvent, mais je vais faire un parallèle avec le système de la santé. Je trouve ça bien qu'on ait une sorte de clinique walk-in sans rendez-vous pour les OBNL, où ils pourraient venir... Oui, c'est ça, quasiment, oui. Pour qu'ils puissent venir chercher des conseils, des petites questions sur des concepts comptables ou peu importe, des questions vraiment faciles que des gens sur place pourraient répondre. Puis si jamais ils auraient besoin de conseils plus poussés, que ce soit juridique ou comptable, ils pourraient être référer vers d'autres ressources plus intéressantes. Mais je pense que c'est un projet qui est déjà lancé quelque part. Mais l'idée est là, mais je pense que ça serait vraiment, vraiment... je vois le monde faire oui! Donc, j'espère que ça sera l'avenir de la recherche plus pratique sur les OBNL. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va terminer en disant comment le projet... c'est quoi les retombées de mon projet dans l'entreprise. Merci. Je vais être très bref aussi, là, je pense que vous voyez, en décrivant les besoins, je décris ce que sera éventuellement, parce que le plan de gouvernance est en construction, donc ce que sera éventuellement les bienfaits. C'est surtout présentement des merci que j'aimerais apporter. Merci à Christina ou HEC, tous les intervenants à qui on a parlé pour en arriver où est-ce qu'on est là. Déjà, les choses sont en changement, évidemment. Autant j'aime poser des questions existentielles, comme je disais tantôt à Christina, autant elle, après ça, nous dit « Ah, vous faites pas ça? » Ben là, faites-le. Ah, OK. Bon, d'accord. Donc, prochaine réunion, on l'applique. Et, c'est particulièrement le fun d'avoir un étudiant parce que c'est quelqu'un qui arrive avec un savoir en construction. Donc, une question posée, j'ai pas la réponse, mais je sais qu'elle va aller la chercher. Elle est là pour ça. C'est particulièrement intéressant par rapport à du travail que j'ai fait avec des consultants qui nous disaient finalement « Ah, ça, c'est à l'extérieur de mes compétences, désolé. »
là, on n'est pas dans un rapport comme ça. À la limite, elle va nous dire ah, ben, on est un peu loin, voici la ressource, tu peux aller lire si tu veux. Mais au moins, on est toujours en train de construire une relation réelle de bipartiste, là. Surtout que j'aime bien, par exemple, si c'était au bureau tantôt, je dirais, par rapport à quelque chose que tu as dit, j'aurais clairement, pourquoi il faut absolument qu'on applique un système lucratif dans les OBNL? Pourquoi? Tu sais, c'est des questions qu'au bureau, finalement, on passe 2 heures, puis on réfléchit, on pense ensemble. Donc, ça me construit aussi comme administrateur après ça, dans le futur. Puis, parce qu'il faut garder cet esprit-là critique. Il y aura toujours une question, dans le milieu culturel, art à faire, c'est un problème qui ne sera jamais réglé. C'est un beau problème pour certains, moins beau pour d'autres. Donc, ben voilà. Merci, puis bonne continuité au projet. Juste un commentaire, puis après la question. Le commentaire, c'est dit, on t'en a appris beaucoup. Les livres ne disent pas tout. Écoute, je suis dans le domaine des OBNL depuis toujours. Je fais du coaching auprès des OBNL depuis 2006 et j'en découvre toujours encore. Il y a toujours des nouvelles choses. L'autre chose que je voulais dire, plus à monsieur, j'aimerais savoir, c'était quoi l'étincelle de départ qui t'a motivé à dire « Oh, la gouvernance. C'est-tu un essoufflement? C'est-tu une crise? C'est-tu... » Attendez, là, je reviens un peu dans le passé. Je crois que c'est venu d'une peur de la crise, je crois, qui venait parce qu'on avait tout d'un coup, en 2010, l'organisme a pris son élan, un conseil d'administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus impliqué, avec une plus grande vision. Ils ont regardé les pratiques qu'on avait avant, ils ont dit « ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose ». Donc, je pense on a vu où pouvait être la crise potentielle, puis je pense que c'est là qu'elle est venue. Mais après, c'est aussi parce qu'on l'expansion. Maintenant, on s'est retrouvé avec notre mode de fonctionnement au niveau juste des conseils d'administration. Ça nous parlait de réunions de 4 heures par mois, plus d'implications. Ça ne fonctionne pas, notre façon de gérer. Il faut être plus efficace, il faut en faire plus avec toujours moins, là, pratiquement. Donc, puis on se rendait compte aussi que c'est quand on a voulu le faire, on s'est aussi rendu compte qu'on n'avait pas les ressources. Au niveau comptable, on a les ressources, au niveau communication, on a les ressources, au niveau artistique, on a les ressources, mais gouvernance, c'est... Donc, c'était une volonté du CA? Oui, au départ, oui. Au départ. Puis comment que vous allez assurer la pérennité de cette motivation à maintenir une saine gouvernance? Parce qu'un CA, ça bouge. Ah ouais. Puis ça, c'est-tu dans les plans? On a parlé, je sais que ça va être dans les recommandations de Christina. Je ne suis pas apte à répondre à la question encore exactement. Sinon, évidemment, c'est moi, pour l'instant, qui est tributaire de m'assurer que ça continue cet intérêt-là. Mais le petit guide rouge qu'on appelle, que le CA va recevoir, le nouveau membre du conseil d'administration va recevoir, et là va être décrit le pourquoi il faut absolument qu'il lise le document, par exemple, pourquoi il faut absolument qu'il pose des questions. Mais c'est ça, je ne peux pas encore répondre à la question. Oui, bonjour. Votre conférence me touche beaucoup parce que moi, je suis directeur général d'une association qui s'appelle les 1001 usages de la caricature. Et puis, on a au Québec des artistes qui sont extraordinaires dans tous les domaines. C'est une richesse. Alors, on a voulu les mettre en évidence pour éventuellement faire un festival international familial, que toutes les familles puissent assister à tous ces créatifs-là dans tous les domaines. C'est des sculpteurs, des visionnaires, etc. Heureusement, on a eu l'appui du HEC il y a quelques années avec un projet qui a duré 1 an, qui nous ont accompagnés, qui nous ont mis des gens en place, qui nous ont montré des portes, ouvert des portes. Et puis maintenant, on a un conseil d'administration constitué de professionnels qui sont dans des domaines complètement différents des nôtres, puis qui permettent des associations maintenant avec des municipalités, plusieurs ententes, tout ça. Donc, oui, le travail du HEC dans le milieu culturel nous a beaucoup, beaucoup aidés.
Donc, juste pour terminer, ça m'a fait quand même rire ce que vous avez dit. Quand on arrive dans un OBNL, on est le consultant à 100 $. Oui, parce qu'ici, au HEC, c'est vraiment pratico-pratique. C'est vraiment les antipodes d'une réunion d'artistes. Je veux dire, c'est ça, on s'en va là, puis c'est là, puis c'est ça l'objectif. Alors, quelqu'un qui n'est pas vraiment, mais vraiment groundé, qui arrive dans un organisme, un OBNL, puis qui a 100 000 choses à faire, je veux dire, c'est vraiment, là, il y en a énormément, comme vous l'avez mentionné. Là, je veux dire, il y a 25 dossiers sur la table tout le temps. Alors, moi, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que c'est proche de mon milieu. Puis on s'est associé aussi avec un festival émergent, les Contes Maltais, à Val-David, cet été, avec Benoît, puis avec Songe d'été, pour justement réseauter toujours. J'étais à un CAB à Saint-Jovite hier, un centre d'action bénévole. Le réseautage, je suis avec Affaires et Développement Québec demain, un déjeuner. On doit réseauter. Puis la HEC est un appui de taille. Alors, ça, c'était ma remarque pour appuyer votre conférence. Une question pour l'étudiante. Au début, vous avez dit, quand je suis arrivé, il avait déjà fait la moitié de la job. Et après ça, vous nous avez dit, les cours, ce que j'ai appris dans mes cours, ça s'appliquait pas vraiment ou c'était... Donc, ma question, c'est quel conseil donneriez-vous à vos professeurs de HEC? Je pense que c'est l'école en tant que telle ne vous prépare pas à toutes les situations de la vie. C'est vraiment de développer l'esprit critique. Puis la maîtrise arrive vraiment à faire ça. Le bac moins, c'est très technique. Je trouve qu'ils font un bon travail. Écoutez, ils vont jamais pouvoir nous enseigner, je veux dire, tous les secteurs qui existent, les contextes. C'est ça dans le fond qu'ils veulent nous apprendre à comprendre, à appliquer notre esprit critique, à analyser, à se poser des questions. C'est jamais noir et blanc, donc je pense que les lectures qui nous font de toujours remettre en question, de toujours penser au-delà des théories, je pense que c'est ça le succès de HEC dans le fond. Comme j'ai dit, c'est pas en changeant le programme qu'ils vont arriver à tout couvrir. On n'arrivera jamais à faire ça. C'est plutôt de nous rendre conscients qu'il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas une seule recette, mais il y en a des milliers. Mais c'est à vous de comprendre la communication, de le mettre en pratique. Donc, c'est vraiment des choix qui... Je pense pas que c'est tout le monde qui devrait être en mesure de penser de cette manière. Si je peux rajouter, ce que je trouve intéressant dans ce que j'entends aussi, c'est que tu disais ça, on l'a entendu, Diane-Élise aussi l'a dit, ce qu'on a appris, c'est différent, tout ça. C'est sûr que à l'école, on fonctionne encore par discipline. On avait 2 personnes qui étaient en contrôle de gestion. À la maîtrise, on leur apprend la stratégie, le marketing, on leur apprend plein de choses, mais en même temps, l'appliquer, c'est à un autre niveau. Puis, bien que vous disiez ça, en même temps, vous êtes capable de faire le maillage. Donc, ce qui est super riche, je pense, ce qu'on a la chance de faire ici, c'est justement d'avoir des projets supervisants d'organisation. Parce que là, on met vraiment les concepts en pratique. On doit plus juste être dans le savoir-faire, on doit être dans le savoir-être, on doit apprendre à se parler, on doit apprendre à se comprendre. Je pense que c'est ce que ça permet beaucoup. Puis dans le contexte des organismes communautaires, culturels, il y a une soif d'apprendre aussi des organismes, moi, que je trouve tellement enrichissante. On donne et on reçoit. Hein, donc, je pense que c'est ça qui fait la richesse de nos projets dans ce secteur-là. Mais j'ose espérer, André, pour répondre à ta question, qu'on aura un petit programme dans pas grand temps qui va faire en sorte que nos étudiants vont en apprendre encore plus avant d'aller sur le terrain, sur les organismes à but non lucratif. Mon Dieu, ils veulent tellement faire quelque chose, mais juste apprendre c'est quoi un caricaturiste, qu'est-ce que ça va, comment ça vit. Si tu donnes 1 heure par semaine, tu n'as peut-être pas le temps en 3 ou 4 mois de rentrer, puis ils voudraient tellement donner. Alors, être un petit peu là, je pense, c'est pas tant dans l'apprentissage que dans le côté pratique. Quel choc, là, c'est quoi ces lubites-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent? Oui, bonjour, je suis Monique Dansereau. Moi, je suis consultante en gouvernance. Et j'applique la gouvernance d'un côté pratico-pratique. Puis, votre projet me touche et puis j'ai le goût de vous donner un coup de main. Alors, peut-être pour compléter les travaux de Christina, alors je vous invite à m'appeler. On va peut-être travailler ensemble d'un côté pratico-pratique pour un petit bout de temps.
Ah, c'est bon ça. Merci. Elle a dit aider. Ben, pour conclure, je vous remercie beaucoup d'être ici. On a eu, je trouve, quelque chose de très, très riche, plus riche encore que je le pensais. Il y avait très peu de choses de stagées pour parler en termes culturels. On a voulu vraiment laisser parler les gens des entreprises qui ont accepté spontanément de dire oui, on a le goût d'aller vous raconter ce qui s'est passé. Les étudiants, vous avez été extraordinaires. On a ça sur vidéo, c'est parfait. On va le diffuser pour contaminer. Puis Jonathan va bien nous aider à bien contaminer la chose. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été là. Merci.